Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Garage que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter avec Monsieur Driss Abdi en veste aujourd'hui. Hello Alex. Ça va ? Ouais, écoute, je deviens sérieux. Je vois ça, ouais. Décidé d'être respectable. Ça cache quelque chose à mon avis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes du Garage sur iTunes et sur le site watch.tv. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et poser vos questions avec le hashtag LeGarageWatch. Je vous rappelle également que le Garage est sur la page de notre partenaire Yahoo France. Alors voilà, le Salon de Genève s'est achevé il y a quelques jours et après une première émission il y a 15 jours, je vous propose qu'on prolonge un petit peu le sujet avec notamment les SUV très présents à Genève cette année et qui viennent confirmer une tendance lourde de l'automobile de ces dernières années. On ira également voir du côté de deux marques à la peine mais qui ont imprimé cette édition de fort belle manière. Je parlais d'Alfa Romeo d'abord avec la Giulia et Honda qui a fait sensation avec sa future Civic et puis a laissé également cette semaine la nouvelle Mini Cabriolet dans laquelle même Nicolas Hedey peut se tenir à l'arrière. Alors pour parler de tout ça, et ben justement j'accueille en duplex pour commencer Vincent Beaucousin Jamelin. Salut Vincent. Bonjour capitaine. Oh, c'est trop d'honneur, merci. Comment ça va chez toi ? Ouais, ça va, écoute, en Normandie, toujours. En Normandie. Ça s'appelle toujours la Normandie pour le moment ? Bah, oui, ça s'appelle pas pas partie du Hauts-de-France. C'est pas le haut du milieu, non ? Comment on sera renommé. Le haut du milieu de France. Ça peut être ça. En duplex également, du haut à gauche de la France, Nicolas Hedey. Bonjour, mes respects, monsieur Lenoir, mes respects, monsieur Abdi. Comment vas-tu, Nicolas ? Bah ça va, ouais, toujours à l'est. Hein. Toujours à l'est. Il fait beau, il fait très très beau aujourd'hui. Pareil chez nous, tu vois. C'est bien, mais je tiens à le signaler parce que ça arrive tellement souvent que voilà, je préfère le signaler. Il fait très très beau, il fait pas hyper chaud, mais voilà. C'est le point météo, merci. Le point météo. C'est le point météo, ouais. Et voilà, et du milieu de la France, un troisième duplex, on ne se refuse rien. Mesdames, messieurs, l'ami Michel Holtz. Salut Michel. Salut les respectables. Alors, je sais pas ce que vous avez aujourd'hui, mais alors entre Driss qui est en veste et les petites fleurs qu'on reçoit, c'est formidable. Ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. Voilà, messieurs, les présentations sont faites. On se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite. Voilà, donc Genève, comme si vous y étiez, deuxième partie. Le salon s'est achevé le 13 mars, mais il y a encore pas mal de choses à dire. Et comme on l'a dit, Michel, c'était un petit peu le salon des SUV cette année, c'est ça, hein ? Ah ben il y avait que ça. C'est simple, il y avait que ça. De tous les formats, du low cost jusqu'à l'ultra riche, de Maserati jusqu'à, c'est pas un low cost, mais jusqu'à Kia qui nous sort son petit, du nouveau chez Toyota, enfin il y en avait partout. Et c'en est au point aujourd'hui où on peut même plus parler de SUV parce que ça devient la voiture standard. J'ai eu un échange il y a pas longtemps avec Audi et qui disait, nous, une Audi, c'est une Audi. Je leur demande si un Q7, c'est une Q7. Ils me disent oui, ça y est, le SUV devient une voiture normale. Tout le monde va rouler en SUV. Et donc, c'est une voiture, quoi. Ce n'est plus le SUV. C'était la période de transition. Maintenant, tout le monde roule en hauteur. Donc, les gens qui achetaient des SUV pour être au-dessus du flot de la circulation, c'est terminé, vu que tout le monde est au-dessus. Alors, et il y avait également une tendance, ils étaient orange en général, les SUV à Genève. Hein. C'est assez frappant. Orange is the new black. Ouais, orange is the new black, ouais. Oui, c'est surtout le salon des photographes, donc c'est normal pour mettre des couleurs un peu flashy que personne n'achètera d'ailleurs. Alors, c'est les Allemands, d'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite avec un premier SUV. Alors, c'était un concept. Il était chez Volkswagen. C'est le T-Cross Breeze concept. On a rencontré Antoine Weil, qui est le chef du marketing produit chez Volkswagen, et il nous en parle. Et puis, on revient dans 2 minutes et on en discute. Je suis avec Antoine Weil chez Volkswagen. Antoine, bonjour. Bonjour. Alors Antoine, derrière nous, il y a un petit peu la surprise Volkswagen du salon. Parle-nous un petit peu de ce concept. Alors ici, effectivement, on découvre le T-Cross Breeze,
qui est un véhicule SUV sur le segment de la Polo, donc plutôt le segment des citadines, un segment qui est en pleine évolution et qui justifie pleinement que nous aussi présentions ce genre de prototype sur le salon. Et sa particularité, c'est que c'est le seul véhicule de ce segment qui est présenté aujourd'hui en version cabriolet. Alors, concept ou prototype, justement, qu'est-ce que ça préfigure ? On voit ça quand sur nos routes ? Alors, très clairement, ce concept, puisqu'il s'agit bien d'un concept, préfigure du futur SUV que Volkswagen pourra proposer sur le segment de la Polo, qui est un segment, comme je disais, toujours en pleine évolution et qui a encore augmenté l'année dernière de 20%. Donc, il y a toute légitimité à proposer ce genre de véhicule sur le marché. On est encore au stade de concept. Je ne peux pas vous dire si ce véhicule sera comme tel sur les routes, mais il préfigure quand même de ce que pourrait être le prochain petit SUV Volkswagen. Merci Antoine. Avec plaisir. Voilà pour le T-Cross Breeze. Vincent, je crois que tu as beaucoup de choses à dire sur le sujet. Oui, tout à fait, capitaine. Moi, ce que je veux dire quand même, c'est que Volkswagen faut un peu minimiser l'effet de surprise là qui nous donne. Le véhicule est pas du tout inédit. Faut être juste avec les gens qui nous regardent. C'est quand même un Range Rover Evoque cabriolet en miniature, cette voiture. VV dit que c'est inédit. Alors certes, sur son segment, maintenant le dessin, on l'avait entièrement vu. Ce qui est intéressant par contre sur cette voiture, c'est qu'on sait que il préfigure à quelque chose de très proche, le prochain petit SUV de Volkswagen. Et c'est surtout, je tiens à le dire et à le remarquer, que c'est le premier véhicule Volkswagen qui change réellement de face avant depuis longtemps. C'est vrai. Alors évidemment, tu fais référence à l'Evoque. On va en parler dans 2 minutes parce que c'est un petit peu le prochain sujet. Michel, tu es d'accord avec Vincent ? Ça manque d'originalité, ce T-Cross ? Surtout, le problème, c'est que Volkswagen est un peu à la bourre parce que là, presque tout le monde, et on va le voir avec les autres SUV de Genève, tout le monde a un SUV, un mini SUV, un SUV urbain. Et donc, ça, c'est simplement une logique absolue qui veut que Volkswagen commodie avec son Q2, comme tout le monde, va avoir son petit SUV urbain d'ici 1 an ou 2. Et puis, l'idée après, c'est aussi de regarder ce qui se passe chez Evoque, ce qu'on va voir tout de suite. Et si Evoque Cabriolet marche, on aura droit, chez tout le monde, comme d'habitude, à un SUV Cabriolet. Nico, c'est quand même plutôt bien vu d'avoir présenté un petit SUV, le premier de la gamme VV, avec une version découvrable. Ouais, moi je trouve ça. Moi j'aime bien le style dans l'idée. Moi, j'aime bien l'idée de faire justement ce genre de petit SUV compact. Alors on le sait, Volkswagen, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. C'est arrivé sur les SUV compacts, sur les monospaces, ils sont arrivés à chaque fois après tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois après tout le monde, justement, ils ont un peu raflé le marché dans pas mal de cas. Donc je suis pas forcément très inquiet par rapport à l'avenir de ce petit SUV. Le jour où ça sort, je pense que ça va cartonner parce qu'ils savent vendre des voitures. Ils sont plutôt bien implantés en Europe et malgré leur image un peu foireuse de ces derniers temps. Ouais. Alors ce qu'on peut évidemment prévoir également, c'est que ce petit T-Cross Breeze, s'il arrive dans une version qui s'appellera, je sais pas, Polo, S-Cross, Cabriolet, j'en sais rien, peu importe, il coûtera pas le prix d'un Range Rover Evoque convertible, puisqu'on parlait de l'Evoque, on peut en parler et le voir à l'image maintenant. Vous l'avez essayé, Michel et Vincent, il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette version en dehors du fait que le prix de base est à 50 et quelques mille euros ? Ce qu'on peut en dire, c'est que le prix moyen, le prix de base, ça commence à 50 000. Pour quelque chose d'équipé et de correctement motorisé, il faut compter 70. Parce que le problème de cette auto, c'est que pour que ce soit rigide, et c'est super rigide, elle pèse 2 tonnes. Et donc 2 tonnes, à moins de 180 chevaux, ça passe pas. Ouais. Et donc il faut acheter la version 180 chevaux, et c'est quand même cher. Mais l'intérêt de ce truc, c'est que c'est absolument formidable. On peut rouler dans la neige, ce qu'on a fait, totalement décapoté, ça protège super bien. La capote fermée, on n'a aucun bruit, absolument aucun bruit. C'est un des meilleurs, sur la capote, c'est un des meilleurs cabriolets du marché, sans problème. Et puis même en décapoté, on se parle comme on se parle ici à 140 km/h sans toit, ce qui est quand même super rare. Vincent ? Moi, je trouve que c'est un coup de maître de la part de Range Rover. Le véhicule va certainement cartonner en Californie, où on le voit très bien dans la Silicon Valley, véhicule à la mode, etc. Et c'est un véhicule surtout qui va tirer vers le haut encore un peu plus l'image de Range Rover.
dans son terme décalé et fun par rapport aux marques allemandes premium aujourd'hui qui sont parfois un petit peu tristes sur ce segment. Donc ils ont fait très très fort. On résout quand même un gros problème avec ce cab. Dis-moi. La visibilité à l'arrière de l'Evoque, où on voyait rien. C'est pas faux. Oui, ça résout ce problème-là. Et pour ajouter ce que disait Vincent, il faut quand même ajouter que la France a prévu d'en vendre 500 cette année. C'est pas grand-chose, mais ça devrait partir tout seul sur la Côte d'Azur, où on a une vraie clientèle pour ça. Et donc, je pense que je lui promets un avenir sans problème, y compris chez les concurrents qui vont en faire aussi. Et donc, ça va être le véhicule le plus fashion du marché, ça c'est sûr. Alors, cela dit, 500, j'ai pas les chiffres du marché des cabriolets en tête, mais 500, sur la globalité du marché du cabriolet en France, c'est pas ridicule, hein, me semble-t-il. Je sais pas si quelqu'un de vous les a en tête, mais... Non, mais c'est pas ridicule, mais on voit que le marché des cabriolets se casse la gueule depuis quelques années, et une voiture comme ça peut remonter ce marché-là, justement. Justement, d'ailleurs, on parlait de Volkswagen avec le T-Cross Breeze. Volkswagen qui va arrêter la Golf Cab, va peut-être la remplacer par ce SUV, c'est ce qu'on peut penser? C'est ce qu'on peut penser. Ils vont attendre les chiffres de vente d'Evoque cabriolet pour y aller. Mais dès que les premiers indicateurs sont en vert, ils vont foncer, je pense. Ouais. En même temps, la Golf Cab, ça leur coûte pas. C'est pas une voiture qui leur coûte très cher. Hein. Ils sont toujours partis d'une génération précédente, parfois vieillissante au niveau du châssis, et donc c'est pas quelque chose qui leur coûte hyper cher à fabriquer. Finalement, c'est pas forcément des nouvelles plateformes, c'est pas forcément des nouveaux éléments. Ils ont souvent fait un petit relookage systématique pour sortir leur cab Volkswagen jusqu'ici. Alors donc cette Evoque, on l'a dit, moi je vois quand même un frein, tu sais que ça les onde comme des petits pains, mais c'est quand même 51 600 euros prix de base. Le range Evoque de base est à 34 000 euros, quelque chose comme ça. Fait 17 000 euros de plus pour décapoter. Est-ce que... Non, je t'arrête Alex, en moyenne c'est entre 5 et 7 000 euros de plus que la même version fermée. Ouais. Parce que quand je dis 70 000 euros, c'est avec la version 180 chevaux qui débarque aussi sur l'Evoque standard. C'est avec un équipement correct parce que cette clientèle-là achète très très rarement le modèle de base. Donc, bon, mais à 70 000 euros, si on veut se démarquer, on peut aussi commander la Maserati Levante, qui vaut ce prix-là en base. Moche. En modèle de base et en diesel. Ça, c'est toi qui l'as dit, Nico. Hein. Oui, c'est tout à fait personnel, mais moi, je suis pas très fan de la Levante pour le coup. Les avis sont partagés ici. Vincent aime bien, moi, je suis partagé sur la face arrière. L'Evoque, vraiment, je trouve que moi, c'est vraiment une bonne voiture. Le marché en France des cabriolets, c'est quand même à peu près 12 000 unités par an, donc 500, c'est pas si énorme que ça. Et faut pas oublier que la clientèle, là, on est quand même sur un segment du luxe. Et pas forcément arrêté à cet écart de prix. On voit bien des Mini frôler les 50 000 euros à Monaco quand pour la plupart des gens ça semble extrêmement cher. Surtout, je trouve que là, pour le prix, les gens ils ont quelque chose d'extraordinaire. Et ça, d'habitude, il faut monter pour avoir un véhicule visuellement aussi fort avec un tel état d'esprit. Il faut monter à plus de 200 ou 300 000 euros. Donc là, non, ils font très très fort Land Rover. Bien, donc on résume, 51 600 euros, disponible uniquement en transmission intégrale. Son concurrent, c'est quoi en fait, il n'y en a pas, c'est ici, chez Jeep, il y a le Wrangler, c'est tout. Tout seul. C'est pour ça ce que disait Vincent, c'est vrai, que ce soit Monaco, à Nice, il y aura bien quelques cagoles qui vont acheter ça, qui ont assez de sous pour les acheter. Et je pense qu'il y a un vrai marché, pour ça, oui. Bien sûr, oui. Je parlais de sa concurrence, c'est quoi? C'est le Wrangler chez Jeep? Je crois que c'est une erreur de le comparer à un cabriolet traditionnel, à un cabriolet 4x4. Son concurrent aujourd'hui, c'est une Audi A5 cabriolet, c'est une BMW série 4 cabriolet, etc. On est là. De toute façon, les gens ne conduisent plus en Europe à cause des réglementations, à part en Allemagne où on peut encore rouler comme des malades. Et du coup, c'est là que le véhicule prend son sens, où on met la conduite à l'état second pour la représentativité que offre le véhicule. Et là, l'Evoque est le meilleur. Donc on est dans l'idée de ce que disait, Michel en début d'émission, c'est-à-dire que le SUV devient la voiture, quoi, c'est ça? Exactement. Ouais. Bien. Michel a toujours raison.
C'est ça. Il est pas lui incroyable. dire ça, Malheureusement, attention. trop souvent, là, là. Lui dis pas trop parce qu'il va le croire. Hein. On va rester dans l'orange. Là, l'évoque était blanc, mais on va rester dans l'orange avec Seat qui, à son tour, présentait son premier SUV, le Seat ATK. On a rencontré Luc Chausson, qui est le directeur de la marque Seat en France. Il nous parle de cet ATK et on se retrouve tout de suite. Voilà, je suis avec Luc Chausson, le président de Seat France. Bonjour Luc. Bonjour. Alors, chez Seat cette année à Genève, une grande première, le premier SUV de la marque, le Seat ATK. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ce produit qui est là derrière nous ? Alors c'est un SUV compact puisqu'il fait 4,36 m, mais c'est un tout nouveau véhicule qui va nous permettre d'arriver sur un segment qui est en forte croissance, qui représente 10% du marché total en France. C'est à peu près 180 000 véhicules, donc c'est un vrai potentiel de croissance pour la marque en France. Quels sont les objectifs pour Seat avec ce véhicule ? Parce que comme vous dites, c'est le segment qui croît le plus depuis plusieurs années. Ça devrait continuer d'après les prévisions. Seat n'en avait pas. Quels sont les objectifs sur ce produit ? Alors les objectifs tout d'abord sont d'installer le nouveau design des véhicules Seat qui ont commencé par la présentation du prototype 2020 l'année dernière et qui donc arrive sur ce véhicule et qui préfigure donc les lignes stylistiques de tous les véhicules que nous allons lancer pour les 2-3 années à venir. Ensuite, c'est la preuve qu'en termes de technologie et de qualité, Seat est à la pointe de la technologie, puisque par exemple ce véhicule va proposer bien sûr des versions 2 et 4 roues motrices, mais également des options technologiques comme des radars anti-collision, une capacité à recharger son smartphone par induction, etc., etc. Donc beaucoup de nouveautés technologiques sur le véhicule. Est-ce que ce premier SUV en préfigure également d'autres à court ou moyen terme ? Alors comme le dit Luca De Meo, notre président, il aura un petit frère ou une petite sœur, mais il préfigure effectivement au moins un deuxième SUV dans les années à venir. Cet ATK, si je veux l'acheter, il est disponible quand et à partir de combien ? Alors il sera visible en concession dès le mois de juillet, puisque les véhicules de démonstration pour faire des essais seront dans notre réseau au mois de juillet. Les livraisons clients vont intervenir à partir du mois de septembre. Premier prix en essence, TSI 115 chevaux, 21 990 €, donc un très bon prix. Merci Luc. Merci beaucoup. 21 000 €. Ça en fait des évoques. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je prévois un carton sur cette voiture parce qu'à ce prix-là, c'est quand même juste le moins cher du marché. Qui veut prendre la parole ? Enfin, à ce prix-là, c'est une coquille vide. À ce prix-là, on va avoir un petit moteur, très certainement 1,4 litre essence, avec très peu d'équipement, le 3 cylindres, etc. 3 cylindres TSI 1 litre, 115 chevaux en entrée. Voilà, donc quelque chose qui est pas du tout en adéquation avec ce que recherchent les clients sur le marché et ce qu'ils font avec. Maintenant, à n'en pas douter, effectivement, ça peut être une bonne chose chez Seat parce que en TDI, etc., on sait que finalement ça va être un petit peu moins cher qu'un Volkswagen Tiguan du même segment, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard aussi pour Seat pour arriver avec ce véhicule ? Alors on sera autour de 25 000 € avec un TDI 115 chevaux. Ça fait un cœur de gamme quand même relativement abordable par rapport à ce que propose la concurrence, Michel. La concurrence, on peut le dire, cet ATK, c'est un Tiguan, c'est un Volkswagen Tiguan, à 4 000 € de moins. Est-ce que pour autant ils vont en vendre ? C'est pas sûr du tout, parce que le panier moyen de la clientèle SUV compacte, il est plutôt autour de 25-30. Chez tout le monde, c'est le cas. Je comprends toujours pas le positionnement de Seat, qui, à l'origine, avec son côté espagnol, son côté latin, devait être devait avoir un look sportif. Là, on l'a pas du tout. On va avoir juste un SUV un peu moins cher que le Tiguan. Je ne comprends pas quel est le positionnement clairement de Seat par rapport à Skoda aujourd'hui. Vraiment. Et autant Skoda marche bien parce qu'il joue sur un look, une espèce de pragmatisme terrible, autant Seat qui veut faire jeune avec un SUV, on sait bien que c'est pas les jeunes qui achètent. Enfin bref, je ne sais pas où ils vont. En tout cas, Luc Chausson est content il a le sourire parce qu'enfin il a une voiture à vendre, ce qui est déjà pas mal. Je ne sais pas où ils vont, franchement. Bon, Seat est revenu au bénéfice, ils l'ont annoncé il y a une semaine, hein, donc c'est. Ouais, c'est l'aiguille qui a été enlevée du pied de Volkswagen, puisque Volkswagen avait énormément de mal à faire des profits, voire même tout simplement de la rentabilité avec Seat. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'ils ont enfin laissé un peu la route libre à Seat pour faire des produits qui peuvent se vendre plus facilement.
La Leon est un excellent produit qui s'est bien vendu à ses débuts, un peu moins maintenant. La Seat Ibiza est en perte de vitesse malgré les qualités qu'on connaît à la voiture, parce qu'à chaque fois, ce sont des produits qui arrivent après ceux de Volkswagen. Donc l'image de Volkswagen est bien ancrée ici. Rappelons-nous quand même un excellent produit chez Seat qui était l'Exeo, qui était tout simplement une Audi A4 moins chère et rebadgée Seat, voiture extraordinaire et qui a eu toutes les peines du monde à se vendre, et elle s'est tellement mal vendue qu'elle s'est très vite arrêtée. Donc là, le SUV peut connaître un succès d'estime, ça c'est certain. Est-ce qu'il fera un carton? C'est difficile. Oublions pas que Peugeot va amener le nouveau 3008, que le Qashqai se vend toujours très bien à des prix très accessibles, qu'il y a le Kadjar en face. Enfin, c'est pas facile. Bon, ils vont quand même prendre des parts de marché à quelqu'un, hein. Nicolas, est-ce que tu veux réagir sur ce qu'ont dit nos amis? Je suis un tout petit peu déçu par rapport au style de la TK, par rapport au SUV qui avait été présenté il y a tout juste un an au Salon de Genève. Le Je trouvais que 2020, SUV le concept 2020. Ouais, le concept 2020 était un petit peu plus sportif. Un Ce peu qui plus manque audacieux, oui. Ouais, il était un petit peu plus sportif dans le style. Là, on a quelque chose de plus lissé, de plus classique. Et justement, ouais, comme je rejoins un peu ce que disait Michel tout à l'heure, c'est que Seat manque un petit peu de niaque en ce moment en termes de style. Ça mériterait plus de sportivité dans le look, histoire de bien pouvoir se positionner par rapport à ses concurrents. Je parle même pas de ses entre guillemets cousins du groupe Volkswagen, mais juste par rapport au marché, avoir une vraie identité. Et je trouve qu'en termes de notoriété, ils ont besoin vraiment de se réaffirmer parce qu'ils sont plus trop là, j'ai l'impression. On est dans la continuité, là. C'est une Léon surélevée, quand tu regardes la voiture, ce qu'on en voit à l'image. Je trouve qu'on retrouve exactement les mêmes lignes. Ça, on retrouve le break Léon, ouais, la Léon ST dans l'idée, ouais. Bien, puisqu'on parlait de Skoda, je vous propose qu'on enchaîne avec Skoda, qui y est allé de son concept à nouveau cette année. L'année dernière, c'était le Vision C, cette année, c'est le Vision S. Alors, c'est un SUV également, légèrement plus grand que ce que Seat propose. Là, on est plus sur le Tiguan, mais version XL. Skoda, on retrouve Guillaume Joly qui va nous en parler. Voilà, je suis chez Skoda avec Guillaume Joly, porte-parole de la marque. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandre. Alors Guillaume, chez Skoda cette année, un nouveau concept, le Vision S, un concept comme souvent chez vous qui est très proche de la réalité. Parle-nous un petit peu de cette réalité qui arrive. Alors effectivement, chez Skoda, les concept cars s'appellent Vision plus une lettre derrière. Le Vision S ici préfigure le SUV de 4,70 m que nous allons présenter à Paris en octobre prochain. La nouveauté de ce SUV, c'est 3 rangées de sièges, 7 places, ce qu'on annonce pour Paris, 5 ou 7 places. Et puis un nouveau design inauguré par la Superbe qu'on confirme avec le SUV. Et à l'intérieur, beaucoup d'équipements liés au divertissement, à l'infodivertissement, avec la possibilité de brancher pour chacun des passagers son smartphone et d'y apporter ses playlists, son contenu et les partager avec l'ensemble des passagers. Alors, le Vision S va également être le premier véhicule plug-in hybride chez Skoda. Exactement. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le design, c'est l'infodivertissement. Ce qu'on ne voit pas, mais qui pourtant est une nouveauté aussi sur ce concept, c'est la transmission plug-in hybride. Un moteur thermique qui permet de transmettre l'énergie aux roues avant et 2 moteurs électriques qui sont à la fois sur le train avant et sur le train arrière. Donc l'avantage, c'est qu'on a une voiture qui a une autonomie en 100% électrique de l'ordre de 50 km et qui peut également fonctionner sur les 4 roues motrices. La consommation mixte est très basse. Elle est autour de 45 grammes de CO2 par kilomètre. C'est très très bas. Et puis ça annonce surtout une nouvelle technologie qui arrivera chez Skoda plutôt vers 2020 qu'aujourd'hui, mais une technologie qui est prête et qui arrivera bientôt sur les véhicules de série. On a déjà une idée du positionnement prix du Vision S quand il sera commercialisé d'ici un an? On a une petite idée, c'est un peu tôt pour le dire pour l'instant. La voiture est grande, elle propose 7 places, c'est donc une nouvelle offre dans la gamme Skoda. Donc il est fort à parier que le tarif sera au moins aux alentours des tarifs actuels de la Superbe. Voilà pour le Vision S, et la prochaine fois je prendrai un escabeau pour interviewer Guillaume Joly qui est très grand. Guillaume, ouais. Alors on parlait tout à l'heure de Skoda par rapport à Seat et on parlait du design. Est-ce que
chez Skoda, on n'est pas depuis quelques années en train d'assister justement à un retournement et qui là se confirme avec beaucoup d'audace dans le design, en tout cas sur les concepts, mais finalement on retrouve plus ou moins sur les voitures de série. Beaucoup d'audace dans le design par rapport à un Seat qui s'assagit. Oui, il fallait pour Volkswagen quand même s'affranchir de cette image de voiture de l'ex-bloc de l'Est. Donc, si on voulait rendre un peu plus glamour et vendable Skoda, il fallait lui laisser un peu de sex appeal dans le design. Là, on le voit, le concept, il a une super gueule à l'avant. Il y a des feux à LED qui sont superbes, la calandre est bien faite. Il y a toujours le capot bombé typique de chez Skoda. Enfin, la marque, elle va quelque part. On le voit très clairement, il y a un langage. Et après, ce qui est malin, c'est que ce véhicule arrive sur un segment qui est assez balbutiement. Il va arriver face à un Ford Edge, face à un Kia Sorento qui est un peu plus gros et balourd. Et puis, il y a Renault qui va arriver avec la nouvelle génération de Koleos également sur le 7 places. Jusqu'ici, on n'avait qu'un Nissan X-Trail qui se baladait un peu tout seul sur le segment SUV 7 places abordable. Donc là, voilà, il y a une carte à jouer pour Skoda, il y a des parts de marché à prendre. Michel ? Il ne faut pas oublier que c'est un marché quand même super difficile, le marché des grands SUV. Les très grands SUV, le Touareg se traîne, et on va peut-être en avoir un autre un jour, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Chez Nissan, le X-Trail ne marche pas. Il y a le Koleos qui arrive en plus, qui a pas peu de chances de marcher beaucoup. Chez les Coréens, où il y a des grands SUV, ça se vend peu, c'est cher. Les gens se jettent sur les SUV compacts, mais délaissent les grands SUV. Et donc Skoda va avoir beaucoup de mal à vendre son SUV, qui sera plus cher que la Superbe, malgré ce que Guillaume m'explique, parce que généralement les SUV sont plus chers que les berlines, c'est logique, il y a plus de mécanique dessus, et donc on va arriver à un SUV comme les autres à autour de 45 000 €, et c'est très cher. Nicolas ? Moi, je trouve qu'en termes de style, j'étais assez étonné de ce concept Vision S parce que justement par rapport à Seat, on a une voiture qui est plus dynamique, qui a plus de gueule. J'aime bien cette nouvelle face avant, par exemple. Après, je pense que peut-être que Skoda a une carte à jouer sur la SUV 7 places parce que justement, on a une voiture qui finalement techniquement, s'il y a un système Aldex, c'est pas un truc qui coûte une fortune. On n'est pas sur des mécaniques comparables à certains gros SUV japonais ou coréens. Donc pourquoi pas. S'ils arrivent à se positionner pas trop cher, ça on le verra à l'avenir, peut-être qu'il y a peut-être une possibilité de s'imposer dans le sens où on est sur une voiture qui fait pas trop 4x4 justement, qui reste dynamique. On est limite crossover, donc peut-être que ça peut prendre, mais pour ça, il faut communiquer, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on peut pas imaginer que avec ce Vision S qui s'appellera Dieu sait comment, Skoda réussisse à faire finalement ce qu'ils font avec la Superbe, c'est-à-dire donner envie à certaines personnes de passer dans le segment supérieur, des gens qui aimeraient se payer un Q7, un X5 ou je ne sais quoi, mais qui n'ont pas les moyens et qui là, comme avec la Superbe, s'achètent une berline, là s'achèterait un gros SUV. C'est pas imaginable ça. Skoda a du mal à fournir en Superbe. Si, moi je pense que c'est pas l'analyse, elle est intéressante que tu fais, Alex. Parce qu'on le voit, Michel dit que le Koleos de Renault va avoir du mal à fonctionner. Mais là, il y a une explication, c'est parce qu'en face, il y a l'espace. Et l'espace, c'est quand même un carton en termes de vente chez Renault. Et ce nouveau grand SUV chez Skoda, qui sera pas non plus énorme, ce sera pas un Q7 de chez Audi ou un X5 de chez BMW. Moi, je pense que réellement, Skoda va réussir à tenir une offre prix à 30-35 000 € pour un cœur de gamme. Et là, du coup, le véhicule devient presque accessible et peut surfer sur la tendance que le Renault Espace est peut-être en train de faire naître. Ouais, mais j'imagine pas les clients BMW ou Audi ou que sais-je, ou Mercedes aller se retourner sur Skoda parce qu'on veut finalement on est plus pragmatique et on veut quelque chose de plus c'est l'achat à raison parce que ces personnes-là, cette clientèle-là, roulent pas en Skoda, quoi. Je pense pas que ce soit compatible entre guillemets, même si ça l'est évidemment. C'est qu'en termes de qualité, en termes de motorisation, on a tout ce qu'il faut chez Skoda. Là, pour le coup, je pense que Skoda cherche peut-être plus à aller chercher des gens qui sont ou chez Volkswagen ou chez d'autres, et les faire monter, les faire grimper sur quelque chose de plus grand et de plus, mais qui reste abordable en fait. C'est peut-être là qu'on va trouver une clientèle. Je sais pas, à voir. Je ne suis absolument pas d'accord avec l'analyse de Nicolas. D'accord. Je pense que Skoda a trouvé, et peut-être le seul constructeur à avoir cerné vraiment
clientèle bobo. La clientèle bobo, c'est quoi? C'est des gens qui ont du revenu, et on voit que chez Skoda, c'est le haut de gamme qui se vend, mais c'est des gens qui en ont strictement rien à faire de l'image qu'ils transmettent par rapport à leur voiture. Et donc, cette clientèle-là veut un design le plus neutre possible. C'est du no-design que fait Skoda. Et ça marche, et notamment en France. Mais c'est pas des clients BM, Michel, hein, ces gens-là. Ils sont pas BM, ils sont pas Audi. Hein. Mais c'est des gens qui peuvent avoir les mêmes revenus que les gens de BM. Ah, je suis d'accord, là, on est d'accord. Et c'est aussi, cette réussite de Skoda, c'est aussi la preuve que le groupe Volkswagen a misé là-dessus et a délaissé totalement depuis des années Seat. C'est vraiment l'enfant, le petit canard noir du groupe Seat. Et on en a la preuve encore avec ce SUV là. Driss, on t'a pas entendu sur... Bah moi, je rejoins un petit peu Nico dans ce qu'il disait. Hein. C'est clair que l'idée n'est pas aller de piquer les clients de BMW ou de Audi. En revanche, c'est vrai que qui veut s'ouvrir un produit avec des prestations et qui a une tronche, hein, là pour le coup, on n'est pas, comme on disait tout à l'heure, Seat, c'est dans la continuité. Là, il y a de l'innovation dans le design. Ils essayent des choses. La calandre, elle est magnifique. Et donc, justement, voilà, plutôt que d'aller taper dans quelque chose tel qu'un gros BMW ou autre, bah écoute, tu te prends c'est l'achat de raison, dirons-nous, et quelque chose de plus consensuel, de plus discret. Bien, voilà pour Seat. Allez, une petite dernière dans le groupe Volkswagen, on va tous les avoir fait. Mais bon, c'est l'actu, c'est le Q2, messieurs. Alors, on l'a pas encore essayé, il a été lancé à Genève. Le petit SUV, hein, c'est format, on va dire format Polo, on peut dire ça comme ça. Donc le Q2, la famille SUV de chez Audi s'agrandit. Un petit crossover urbain, chez Audi il y en avait pas. Qui veut prendre la parole? Ça fait sens. On est quoi? On est en face de Mini, on est en face d'un X1 chez BMW. Ouais, moi je suis pas fan, mais bon, ça engage que moi comme d'habitude. Je comprends tout à fait la démarche d'Audi d'aller sur ce segment-là. Hein. On s'attaque au Countryman chez Mini, qui est une voiture qui cartonne bien hein, depuis quelques années, qui est maintenant quasiment en fin de vie. Le X1 vient d'être renouvelé. Je pense que là, on va avoir des chiffres qui vont tomber. Ça va être, il est très apprécié. C'est la deuxième génération de X1 chez BMW. Là, voilà, on a un nouveau produit chez Audi qui est plus compact. Par contre, je trouve qu'en termes de style, on n'est pas forcément dans la continuité des Q3, Q5 et Q7. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez différent finalement. Et je suis pas forcément. On n'a plus l'impression d'être totalement chez Audi, sauf pour la calandre, bien sûr. Ouais, c'est vrai il imprime un style un peu différent. Moi, les feux arrière me font même carrément penser à ceux d'une Polo. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est bien senti quand même par Audi. Aujourd'hui, qui multiplie quand même les solutions autour de l'Audi A3. L'Audi A3, on en voit quand même moins dans la rue que ce qu'on a vu à une certaine époque, du moins pour les toutes dernières générations. Il y avait un phénomène d'usure très certainement chez Audi pour le client des petites voitures aux anneaux. Donc là, déjà l'A1 avait quand même piqué beaucoup de clients à l'A3. Q2 va donner un nouveau souffle à Audi pour ses petites ventes et à continuer d'attraper du client peut-être par là avant de l'emmener plus haut après. Donc c'est un vrai besoin stratégique. Après, esthétiquement, c'est vrai que les feux à l'arrière, c'est vraiment pas beau. Par contre, sur l'avant, pareil, on sent qu'il y a quand même maintenant un besoin de renouvellement d'image chez Audi parce que les clients commençaient peut-être à se lasser de la traditionnelle face avant Audi. Donc, un petit peu d'audace chez les Allemands, ça fait pas de mal. Tu veux dire qu'on va réussir à le reconnaître en voyant dans le rétro que c'est un Q2 et pas... on hésite toujours entre une A4 Exactement. et une A5. Oui, non, mais quand tu vois aujourd'hui une Audi A4, A5, A3 arriver dans ton rétro, à la fin, tu sais plus ce que c'est. Tu sais que c'est une Audi, mais quelle Audi c'était, tu sais plus. C'est comme les Mercedes, classe C, classe E, classe S. Quelle est la différence? Aucune. Donc alors on est là sur un gabarit de 4,20 m à peu près. Alors, on n'a pas encore les tarifs, Audi les a pas encore annoncés, mais bon, on peut imaginer que ce sera pas dans le bas du panier. Apparemment l'habitabilité et le volume ont quand même été soignés malgré le gabarit. On est à 405 litres de coffre, ce qui est pas ridicule. Je sais pas qui veut prendre la parole là-dessus. Je l'ai trouvé beaucoup plus vaste en montant dedans à Genève. Je l'ai trouvé beaucoup plus vaste qu'une A3. Parce qu'on
L'intérieur se ressemble, la planche de bord, tout est à 3. Mais la place à l'arrière est plus grande, le coffre est plus grand, et même à l'avant, on a l'impression de largeur qui est vachement bien foutue. Pour rebondir sur ce que disait Nicolas, qui regrettait presque que ce ne soit pas, c'est pas dans la lignée Q3 à Q5. Heureusement qu'il y a enfin du neuf dans le design Audi, et de reprendre un peu les codes stylistiques de l'A1 pour les mettre sur ce Q2, c'est parfaitement bienvenu, ça lui va très très bien. Une espèce de toit flottant à la Range Rover Evoque. Enfin, il y a vraiment de bonnes choses sur ce Q2, sauf évidemment, et vous l'avez noté, les feux arrière qui sont vraiment très très laids. Il y a un consensus là-dessus, sur les feux arrière. Bon, moi, je vous trouve un petit peu dur. Ils sont pas laids, c'est juste que je les trouve un peu trop inspirés de l'Apollo pour une Audi. Voilà. Si, ils sont laids. Ils sont proéminents aussi. Ils auraient pu reprendre ceux de la dernière Audi A4, ça aurait été beaucoup plus joli, par exemple. Ouais. Là, on a 2 espèces de boutons là qui sont énormes. Ça se voit, ils sont presque plus gros que le pied arrière de toi, donc c'est incroyable. Le pied arrière de toi, tu parles du pilier. Oui, le pilier, oui, tout à fait. Et pas du pied de moi. On parlait de la 4. C'est l'émotion qui m'a fait perdre mes mots. Le pilier C, comme on appelle ça. On parlait de la 4, leur Audi a également apparemment soigné l'équipement, puisqu'on va retrouver tout ce qu'il y a dans une A4, le virtual cockpit, le chargement du téléphone par induction. Ça, c'est devenu la mode, Driss. Il y en a de plus en plus dans toutes les voitures. Skoda disait qu'ils en mettaient même à toutes les places dans le Vision S. Voilà, encore un gros effort technologique sur cette Audi. Tu vas être déçu, il n'y a plus de compteur à aiguille, toi qui aimes ça, si je ne me trompe pas. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la voiture connectée en attendant la voiture autonome. Moi, juste que les fabricants de téléphones, je parle de la pomme, là, se décident à mettre des téléphones à induction sur le marché un jour. Peut-être le 7, bientôt, dans quelques mois, je sais pas. Mais en tout cas, on trouve ça effectivement dans plein de voitures, l'induction, c'est très très bien. Driss, toi qui es très connaisseur là-dedans, il y a des marques en particulier qui sont spécialisées sur les téléphones, donc la fabrication de téléphones à induction, parce que... T'en as un qui est un peu connu, il s'appelle Samsung, qui a sorti son S7, qui se charge par induction. Il vient de sortir celui-là, par contre. Il est disponible là, depuis le 11 mars. Bon, et maintenant, il faut savoir qu'il y a 2 normes d'induction, donc il faut acheter le téléphone qui va avec la norme utilisée par la voiture. Driss, c'est ça mieux que moi. Le QI, normalement c'est le QI qui est le plus répandu. QI pour les... Le QI. Messieurs, Vincent, Nicolas et puis Julie qui n'est pas sur ce plateau, vous êtes partis en colonie de vacances faire un petit tour en mini cabriolet. C'est un sujet très sympa, monté par notre ami Driss, que je vous propose de regarder. Donc Mini qui sort la nouvelle version de son cabriolet, et Nico tient à l'arrière. C'est vrai. Vous êtes comment devant? Nous ça va en fait. Moi pareil, ouais. Très bien. Moi je suis plutôt grand, et c'est l'histoire des Mini, et comme le pare-brise est quand même très droit, ça protège assez bien. Ouais. Toi? Moi c'est... moi je prends tout, moi je prends tout. Bon après, je suis assez étonné quand même, je vais être honnête. Je trouve qu'à l'arrière, c'est prévu pour des enfants, une Mini, faut être honnête. Et j'arrive à rentrer, ce qui est plutôt, on va dire, un exploit, vu la taille que je fais. Je suis étonné, je rentre quand même. Les sièges sont creusés et on arrive quand même à se faire sa petite place. Alors c'est vraiment des places d'appoint. Mais bon, ça rentre, ce qui est déjà une bonne chose dans l'idée. Donc Julie, à l'avant, t'es comment au volant de cette nouvelle Mini cabriolet? Alors moi je conduis une Mini version 2 depuis quelques années. Et là ce que j'aime bien, c'est que je retrouve le confort que j'ai au quotidien avec cette Mini version 3. Ouais. Avec en plus la précision dans la conduite, dans la direction. Ça c'est vraiment... elle est plus agréable au niveau de la direction? Elle est plus agréable. D'accord. Okay. Faut aussi dire que cette nouvelle Mini, il y en a 3 à essayer en fait. Il y a la Mini de base, il y a la Mini qui a un châssis sport avec des suspensions traditionnelles mécaniques mais ressorts courts et amortisseurs plus durs. Elle est assez tape-cul d'ailleurs. Voilà, là, elle est un peu raide, celle-là. D'ailleurs là on est quoi? Celle qu'on a là pour l'essai, on a la chance, c'est on a la suspension pilotée. Et c'est vrai que quand on saute d'une à l'autre, on se rend compte que l'option pilotée, elle apporte beaucoup de bien, parce on a l'impression qu'ils ont un peu rigidifié les suspensions
pour compenser la perte due au cabriolet. C'est ça, parce que le cabrio pèse quand même 120 kg de plus, je crois, c'est ça? Ouais. Donc pour qu'elle évite de se vautrer, entre guillemets, et qu'elle prenne trop de roulis dans les virages, ils ont revu la suspension de manière un peu plus raide, effectivement. Mais moi je trouve que même à l'arrière, pourtant à l'arrière d'une Mini ça a jamais été confortable. Je suis pas trop mal, je ressens pas trop les imperfections de la route. Je trouve ça plutôt étonnant, je dirais, pour cette voiture, quoi, pour ce type de voiture. C'est aussi une plateforme toute nouvelle maintenant. Ouais. Donc BMW utilise les plateformes communes pour tous ces véhicules compacts. Donc ça aussi ça aide peut-être par rapport à l'ancienne Mini. Et d'ailleurs cette Mini elle est plus grande de 9 cm,9, donc autant dire 10 par rapport à l'ancienne, ce qui améliore peut-être également la place pour les passagers. Ouais, effectivement on le ressent un petit peu. À l'avant, comment vous trouvez? Alors on retrouve bien sûr l'intérieur de la nouvelle Mini, la 3e génération de Mini, la hatch. Bon, petit rappel rapide, on est sur des matériaux quand même un petit peu plus haut de gamme, et surtout on a un petit peu plus d'équipement, un peu fun. Vous en pensez quoi? Moi je trouve que c'est bien fini, c'est mieux fini qu'avant. Ouais. Tu sens que les plastiques, moi je me rappelle sur les premières générations de Mini, moi aussi, les plastiques gris s'écaillaient. Ouais. Et après ça partait en cloque, enfin c'était pas joli. Là on est quand même sur ce qui se fait quasiment de mieux dans son segment. Ils ont rajouté des plastiques moussés sur les parties basses qui permet également d'être plus confortable au niveau de l'appui genou. Et là-dessus c'est vrai qu'il n'y a plus rien à dire. Une Mini c'est vraiment très bien fini. C'est bien fini, ouais. Et voilà, il y a de l'équipement, il y a tout ce qu'il faut. Alors moi je vais enchaîner sur un autre truc, les moteurs, parce elle est disponible avec plusieurs motorisations, cette nouvelle Mini. On a un diesel qui fait 112 chevaux. Là on est dans un moteur essence, c'est une Cooper qui fait, c'est le nouveau 3 cylindres BM, qui fait 136 chevaux. Qu'est-ce que vous en pensez de ce moteur? Globalement il est bien, mais voilà, il manque un tout petit peu de pêche. C'est vrai que la voiture est assez lourde en fait, et elle a besoin d'être souvent relancée. Ouais, très souvent. Je suis un petit peu déçu de temps en temps quand j'en ai besoin. Je reste un petit peu sur ma faim. Moi j'ai changé entre hier et aujourd'hui. J'ai eu la Cooper essence 136 chevaux et je suis passé aujourd'hui sur la One D. Et je crois que Julie d'ailleurs est d'accord avec moi, c'est qu'en fait la Cooper D en boîte méca est plus agréable à conduire sur les petites routes viroleuses, parce que justement le moteur il est pas creux, on a plus de couple. Et du coup, si la Mini cabriolet est toujours ce petit karting à conduire, grâce au moteur diesel, on a un agrément qui est là en fait. Ouais, c'est sûr. Pourtant, avec le turbo qu'on a sur ce 3 cylindres, on est censé avoir de l'agrément à bas régime, et finalement, c'est vrai que j'ai ressenti ça aussi, ça manque un petit peu de pêche. Et là, je vais rebondir quand même sur le prix. On est sur une voiture qui est très équipée, là, on a à peu près tout ce qu'on peut souhaiter dans une Mini. On est quand même sur une 136 chevaux Cooper, on est à plus de 40 000 € quand même. Oui, alors là on a pris, on a des finitions très spécifiques. Le tarif de base c'est 26 000 €. C'est pas une coquille vide, il y a quand même quelques équipements. Mais au jeu de la personnalisation, on se rend compte que Mini fait aussi fort que Porsche. À savoir, on peut prendre plus de 35% d'augmentation du prix rien que sur les options. Et là, on rentre dans un autre domaine qui est la réflexion de savoir est-ce qu'il faut mettre 40 000 € dans une Mini, ou est-ce qu'à ce prix-là, on regarde ce qui se fait autour en voiture plaisir. Parce qu'oublions pas qu'on est sur le segment de la voiture plaisir. Voilà, messieurs et madame, merci pour cet essai. Qu'est-ce que vous voudriez rajouter sur cette Mini cabriolet? Elle arrive au bon moment. Et c'est quoi sa concurrence aujourd'hui? Il n'y en a pas. C'est ça? En fait, il y en a pas vraiment. Je vais être franc. Tu veux une voiture urbaine qui soit branchouille, qui soit mimi, sympa. La Mini, ça reste la Mini. En face, tu mets quoi? Déjà, tu prends la hatch. En face, tu mets quoi? Tu mets une A1. La 1, elle est pas aussi pimpante. La 1 n'existe pas en cabriolet chez Audi. Après, tu vas chercher la Cox, éventuellement. La Cox de chez Volkswagen, qui existe en cabriolet, qui est un peu moins cher, par contre, qui est différent, qui a son style. Donc, à la limite, c'est la seule concurrente éventuelle, je dirais la Cox. Elle est quand même plus grande, la Cox, elle est moins compacte. Mais elle n'est pas forcément beaucoup plus pratique non plus. Donc, c'est assez difficile. Elle a pas. Et puis une Cox, c'est pas forcément la même clientèle. C'est une clientèle de personnes peut-être un peu plus âgées, un peu plus pisse dans l'esprit, on va dire. Mais on n'est pas sur la même clientèle que la Mini exactement. Même si le tarif peut se rejoindre, parce que c'est quand même cher une Cox aujourd'hui. Donc il n'y a pas de concurrente réelle aujourd'hui à mettre en face, je pense. Fiat 500 peut-être, non?
Non, mais Ouais, plus mais là, Fiat pour le 500, coup. plus Fiat 500 si on a moins d'argent, sinon on peut aller jusqu'à Smart Cab. Mais Ouais. on peut la Non, mais parler c'est vrai, hein. de la clientèle de Cox, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de clients pour une Cox standard, donc encore moins pour une Cox cabriolet. Les gens n'y pensent même pas à cette voiture-là. Et donc Ouais, c'est ils la vrai, connaissent pas. la Mini aujourd'hui est absolument seule sur ce marché-là. Moi, je crois que la Mini, c'est vraiment non pas la voiture plaisir pure et dure, mais aujourd'hui, c'est la voiture fashion, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas rationnel d'acheter une Mini, encore moins en cabriolet quand on voit les prix. Et pourtant, ça se vend comme des petits pains parce que voilà, quand on est dans une Mini, on s'offre une forme d'image. Encore une fois, on dégage quelque chose. Et du coup, la voiture, eh ben, même si elle est irrationnelle, elle devient rationnelle dans l'achat. C'est-à-dire que j'ai un petit peu de sous, je veux me faire plaisir parce que c'est quand même sympa à conduire, j'achète une Mini. Si en plus on est en couple, alors là, il faut même pas penser à ce que votre femme vous dise oui pour acheter une Mazda MX-5. C'est-à-dire que cette Mini, c'est typiquement la voiture d'achat à deux. Parce que c'est la voiture sur laquelle madame aura également son mot à dire. Sans parler de rapport prix, on est dans la même clientèle que l'Evoque cabriolet qu'on évoquait tout à l'heure. Un achat totalement déraisonnable à deux. Mais sauf que, alors si je peux me permettre, on passe de 40 à 70 000 quand même entre les deux. Donc, On peut s'acheter une Cox Cab C'est et plus une pareil. Mini Cab pour le prix d'un Evoque. Hein. Toute proportion gardée. oui, mais le réflexe et l'achat impulsif est le même. On l'a essayé dans le sud, cette voiture. On s'est fait la remarque avec Nico et Julie. Des Mini dans la région de Cassis, tout ça, qui sont les belles côtes de Sanary-sur-Mer, de la Côte d'Azur. En gros, on en voit une toutes les minutes, qu'elle soit garée ou en mouvement. Donc ça prouve que dans certaines secteurs, on va dire, où la voiture participe à la personnalité de l'individu, que cette représentativité parfois surpayée, elle existe et il y a une vraie clientèle pour. Messieurs, je propose qu'on retourne à Genève. Il reste encore deux, trois petites choses à en dire. On va enchaîner avec Honda et sa Civic. Alors, Honda qui a fait, moi je trouve, assez sensation avec ce modèle ce prototype de Civic hatchback, dont je pense la version de série devrait pas tarder à être présentée dans un prochain salon. On va la voir à l'image. Par contre, alors, on va d'abord parler de la voiture, mais on peut déjà dire qu'il y a eu un mauvais timing de la part de Honda qui, en plein salon, a annoncé des charrettes de licenciement dans sa filiale suisse et sa filiale belge. Ça fait un peu désordre, non ? Oui, mais c'est à la représentativité de l'image de Honda en Europe. C'est-à-dire que là où tous les constructeurs ont rationalisé leur organisation, leur structure, Honda conservait encore cette petite structure familiale avec des gens dans tous les pays, parfois avec des effectifs, faut quand même le dire, un peu surdimensionnés. Et du coup, là, ça y est, ils sont confrontés à une réalité économique parce que ils ont fait ces 15 dernières années des voitures qui se sont pas vendues. Alors maintenant, ils ont un peu plus de choses à vendre avec leurs SUV qui sont plutôt sympas et qui ont l'air de bien marcher. La précédente Civic, c'était juste un ovni sur le segment C, dans le sens où la voiture, elle était tellement caricaturale qu'à part un fan de Honda, personne ne voulait conduire cette voiture. Donc là, il y a une prise de conscience, c'est le branle-bas de combat pour Honda. Il faut réorganiser la marque en Europe parce que sinon, la marque peut mourir. Donc la nouvelle Civic que tu présentes en concept, elle est effectivement hyper importante sur un segment qui marche toujours bien chez nous et qui présente enfin une voiture dans laquelle tu vas pas avoir honte tellement elle est bizarre. Nico. Oui, alors je rejoins pas totalement. Alors dans les grandes lignes, oui, Honda vend moins de voitures qu'avant, ça on le sait. Ils sont un peu ramassés depuis une quinzaine d'années. Hein. Ils ont pas fait que des best-sellers, ça on le sait aussi. Il y a eu déjà il y a 2 ans de la part au niveau de l'Europe, hein, on a écrémé pas mal. Hein, faut savoir que on n'est pas sur les premiers plans de licenciement au sein de la marque en Europe. Premièrement, hein. Moi, là où je suis assez mitigé, c'est que par rapport à Honda Suisse, en Suisse, on vend quand même des Honda justement. Oui. C'est une succursale qui cartonne bien. Et en Belgique aussi. C'est une belle filiale. Il y a de beaux volumes et on a viré. Je crois, on vire une 50aine de personnes, c'est ça. Sur 80, oui, c'est ça. Oui. Sur 80, ce qui est énorme. Et alors,
Alex, enfin nous tous, on connaît des personnes à la presse chez Honda Suisse parce que c'est justement eux qui organisent ce qui se passe au Salon de Genève pour la marque. J'ai pas l'impression que ces gens-là sont en sureffectif depuis quelques années qu'on les côtoie, en tout cas pour cette partie-là. Et je pense pas que ce genre de choses soit totalement justifiable pour un marché comme la Suisse. Il y a des marchés qui ont moins fonctionné ces dernières années chez Honda en Europe. C'est pas le cas de la Suisse, donc je suis assez étonné, voilà, de cette prise de décision. Et puis en plus, voilà, annoncé en plein milieu du salon, ça fait un petit effet un peu désastreux quand même pour tous ceux ne serait-ce que pour tous ceux qui ont travaillé à l'élaboration du salon et qui s'y trouvaient encore et qui ont reçu leur lettre de licenciement en plein milieu. Alors, ça leur permet de retrouver du boulot sur place, c'est pratique. C'est vrai. C'est pas idiot. Cette Civic hatchback, donc là, prototype, on peut peut-être également remarquer que pour la première fois, Honda va faire une Civic globale, c'est-à-dire que l'appellation Civic, elle existait aux États-Unis, elle existait en Europe, mais c'était pas les mêmes voitures. Et là, c'est une voiture donc, qui, d'après ce que j'ai compris, a été conçue en Europe, mais sera vendue aux États-Unis, c'est ça ? Oui, on retrouve c'est vrai que c'est malheureux ce principe effectivement de voir certaines choses partir, surtout quand ça affecte l'humain. Mais faut comprendre que Honda est dans une vraie phase de rationalisation, comme l'ont fait des marques avant elle. Où aujourd'hui en Europe, on a un siège Europe. Si on prend par exemple Nissan. Il y a Nissan West Europe qui s'occupe de plein de choses depuis la France. Et cette Civic est dans le même principe, c'est-à-dire que Honda ne peut plus se permettre de faire des fantaisies un peu partout. Ford l'a compris en faisant le programme, ce qu'on appelle One Ford, à savoir une Ford est vendue sur tous les continents. Et aujourd'hui, avec les mouvances des marchés, à part le pick-up aux États-Unis, on se rend bien compte que même Fiat arrive à vendre des 500 aux États-Unis. C'est bien ce qui prouve qu'aujourd'hui, quand tu as une voiture, il faut l'emmener partout. Et tout petit aparté par rapport à ce qu'on dit là, on a eu à Genève de cesse d'entendre chez les dirigeants de PSA, Citroën et Peugeot que le marché américain les intéresse, qu'ils réfléchissent à comment y aller. Donc, on voit bien que toutes les voitures peuvent se vendre partout. Voilà, et donc pour en finir sur la Civic, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, presque 4,50 m, donc c'est une grande compacte et des petits moteurs essence turbo compressés. Enfin, on va enchaîner avec la dernière voiture. Alors, c'était pas la plus attendue, mais elle l'était quand même. Chez Alfa Romeo, la Giulia, la remplaçante de la 159, qui arrive enfin. J'ai rencontré Sébastien Perret, le directeur de la marque en France, qui nous dit 2 mots de cette voiture. Je me trouve chez Alfa Romeo où, enfin, on voit la Giulia, la remplaçante de la 159. Ça fait quelques années qu'on l'entendait, Sébastien. Oui, elle s'est fait désirer, mais maintenant elle arrive dans les concessions et on a fait un gros travail pour présenter une voiture exceptionnelle. Vous voyez son design, toujours le charme des voitures italiennes, mais en plus là vous allez être réellement surpris, c'est au niveau de son châssis, sa tenue de route, on retrouve vraiment l'ADN d'Alfa Romeo, celui qui fait rêver depuis tant d'années. Alors, une suspension innovante, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors on a des nouveaux systèmes de suspension qui utilisent beaucoup l'aluminium, des systèmes brevetés, que ce soit au niveau arrière à 4 essieux, 4 bras, et aussi au niveau de l'avant. Donc ces systèmes brevetés spécifiques à la Giulia, avec au-delà des suspensions une recherche d'un poids minimal sur la voiture. On a annoncé pour un moteur 180 chevaux diesel un poids vide de 1374 kg. Donc vraiment une voiture légère combinée à des nouveaux moteurs, un nouveau système de suspension. Vous avez une voiture qui colle littéralement à la route. Alors là, elle est présentée dans sa version définitive. Il va falloir l'attendre encore un tout petit peu pour la voir sur les routes. Elle sera disponible quand ? Un tout petit peu. On va ouvrir à la commande le 15 avril, donc on y est bientôt. Et il faut compter, on va dire, des premières livraisons en juin pour la plupart des unités. Donc ça est vraiment très très proche. On a beaucoup travaillé et maintenant on y est. Eh ben, on a hâte de l'essayer. Merci Sébastien. Merci. Voilà, on y est. Alors, elle avait été présentée dans sa version, on va dire, ultra maquillée, la version Quadrifoglio Verde Launch Edition avec des tas d'artifices aérodynamiques, etc. Là, elle arrive enfin dans sa version civilisée. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt une bonne surprise parce que la version QV était un peu too much, non ? Ouais, je suis bluffé par l'intérieur. Autant l'extérieur me séduit pas de manière particulière, mais l'intérieur, le traitement de la planche de bord,
là, je suis vraiment impressionné. Voilà, je vais pas prendre tout le temps de parole, mais je vous laisse parler. Mais franchement, voilà, l'intérieur, quoi. Michel? L'intérieur est italien, l'extérieur est allemand. En gros, c'est ça. C'est Et ça. donc, évidemment, la planche de bord est très alpha. L'extérieur, moi, je ne vois que l'écusson alpha qui me rappelle la marque. Le reste est totalement allemand. On a un avant de BMW, un arrière d'Audi, hein, si on veut. C'est ça. Ouais. Mais au-delà de ça, on nous annonce les premières livraisons en juin. Je suis encore un peu sceptique là-dessus. Ouais, À l'italienne. Ça fait 1 an qu'on l'attend, cette voiture. Ils ont dit juin, ce sera peut-être juin 2017. Non Alors, par contre, Voilà. qu'en est-il de tout ce qui est, parce qu'il y a eu des problèmes de sécurité sur la voiture, a priori, sur les crash tests. Est-ce qu'on a vous avez des infos là-dessus? Parce que j'en ai pas de mon côté. Alors non, mais bon, d'après les discussions, c'est commande ouverte d'ici un gros mois, donc on peut imaginer qu'ils seront à jour des normes, enfin surtout pour avoir les 5 étoiles, parce que je pense qu'il n'y a plus aucun constructeur digne de ce nom qui veut sortir une voiture sur ce segment en dessous des 5 étoiles. Hein. Vincent, qu'est-ce que tu veux dire sur cette Alpha? Moi, je la trouve très bien en version comme ça. C'est vrai que tu l'avais dit, elle était très maquillée dans une version sportive. Et finalement, cette voiture, est-ce que c'est pas enfin la réhabilitation du savoir-faire de Sergio Marchionne en tant que patron d'un groupe automobile? Pendant des années, on s'est plaint de l'absence de produits chez Fiat, chez Alfa Romeo, chez tout le monde. Là, Genève, faut quand même rappeler Fiat Tipo, cette Alfa Romeo de série en berline, le SUV chez Maserati. Je crois qu'il est en train de réussir son pari. Bien, l'avenir nous dira ça. On va faire je sais pas, on a une petite minute pour faire un bilan du salon. Alors 687 000 visiteurs, chiffre officiel. C'est un petit peu plus par rapport à 2014. C'est évidemment beaucoup moins que Paris, mais c'est sur 10 jours au lieu de 15. Est-ce que Michel, puisque on en avait parlé, pour toi, ça reste, ou plutôt ça devient un salon de référence incontournable en Europe? Oui, absolument. Un salon professionnel. En 30 secondes. C'est un salon médiatique et un salon d'échange entre les professionnels. Genève reste le salon central. En plus, il est au printemps. On sait que les gens achètent plutôt leur voiture à cette période-là, etc. Donc, mais pour autant, Francfort et Paris vont devenir et sont encore des salons pour le public. Parce qu'ils font beaucoup plus d'entrées que Genève. Paris fait régulièrement 1,4 million de visiteurs. Donc pour le grand public, ce sont des salons importants. Mais professionnellement, Genève devient incontournable. En plus, c'est tous les ans, donc c'est pratique. Voilà, Michel, merci. Ce sera le mot de la fin. Merci Vincent, merci Nicolas. Merci aussi à Fabrice derrière les manettes. Et puis surtout, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Driss, on se retrouve dans 15 jours avec de nouveaux essais. On va voir de la moto, ça va te plaire. De la moto, ça va nous changer un petit peu. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. En attendant, n'oubliez pas les rediffs et le replay. Parlez-en aussi à vos amis. Salut à tous, à bientôt, ciao.